Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Interview du jour. Chers téléspectateurs, bienvenue. Alors, vous êtes sans ignorer que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait des grandes révélations sur la situation sécuritaire. Il a accusé clairement son prédécesseur, Joseph Kabila, de préparer l'insurrection en soutenant le groupe politico-militaire Alliance à Fleuve Congo dans une interview à Bruxelles. Est-ce vrai? Est-ce que la justice congolaise doit poursuivre le sénateur à vie Joseph Kabila? Chers téléspectateurs, comprenez que c'est la première thématique que nous allons devoir aborder sur ces plateaux. Quid sur l'élection du bureau définitif du Sénat? 19 sénateurs ont déposé leur candidature pour briguer différents postes lors de l'élection du bureau définitif du Sénat prévu le samedi 10 août. Chers téléspectateurs, c'est la deuxième thématique. Si on aura le temps, on pourra jeter un coup d'œil sur la ville-province de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait déjà déposé son programme, les programmes chiffrés à 10,9 milliards américains, un programme dénommé Kinshasa et Zobonga, qui compte 11 axes prioritaires. Alors, chers téléspectateurs, c'est pour la première fois de pouvoir recevoir pour vous Maître Platini Bandou Poutou. Il est fondateur, il est le numéro 1 et fondateur de la fondation Platini Bandou, à qui je dis bonjour, bienvenue. Merci, et je suis très content de venir pour échanger avec vous sur des questions d'actualité. Et s'il faut peut-être dire un mot par rapport à moi-même, non seulement je suis avocat, je suis également chercheur en droit pénal des affaires. Et aussi, je dirige la fondation Platini Bandou, qui porte mon nom bien sûr. Et nous sommes dans la commune de Mongafula, où j'étais moi-même candidat. Et nous sommes en train de faire de notre mieux pour permettre à ce que le jeune de Mongafula se retrouve avec quelque chose en termes d'activité économique, de façon à ce qu'il soit à mesure de se prendre en charge et aussi prêter main forte aux femmes mères ainsi qu'aux autres membres de la fondation, mais aussi de manière générale à tous les habitants de Mongafula de se retrouver derrière la fondation Platini Bandou. Ça évolue très bien. C'était quoi la motivation de créer une fondation? Bon, la motivation au départ, c'était d'apporter main forte aux déshydratants de la population, parce que moi-même étant qu'un actif de Mongafula, nous étions dérangés par les érosions. Et vu que moi-même, personnellement, j'étais dérangé, il fallait faire quelque chose. Et lorsque j'étais en train de travailler seulement chez moi, j'ai vu des gens venir aussi vers moi, chez nous aussi. Pourquoi ne pas créer une structure où nous pouvons nous entraider mutuellement? C'est pour cela que nous avons j'avais mis en place la fondation Platini Bandou. On était là pour lutter contre les érosions, lutter aussi contre les difficultés d'eau, lutter aussi contre tout ce que j'ai constaté au niveau de Mongafula. Parce que moi, je suis précisément vers Télécom, entrée Mankoko, j'ai plusieurs activités là-bas. Et pendant un moment, j'ai habité là-bas, même si j'ai déménagé, mais j'ai habité là-bas. Pendant la campagne électorale également, j'étais là-bas. Alors, avec tout ça, c'est ce qui avait animé cela. Mais j'avais fait la promesse à la population. J'avais dit que la fondation Platini Bandou n'est pas une fondation qui a un caractère électoral. C'est une fondation qui va demeurer, qui va exister même après les élections. Voilà pourquoi nous sommes déjà en train de nous organiser comment mettre en place le lavage de voitures, les endroits où on va laver les voitures, de manière à ce qu'à permettre seulement aux habitants et aux jeunes de Mongafula de se retrouver même avec quelque chose, mais aussi nous organisons des formations alors dans le sens de comment fabriquer des produits qu'on utilise pour laver la maison, comment organiser des formations en coupe et couture, hôtellerie, tout ça là. C'est ça en fait l'idéal pour nous. Aujourd'hui, on ne parle plus des élections, mais on parle quand même de la fondation Platini Bandou. Très bien, mais je me pose une question. Qui est derrière la fondation Platini Bandou? Bon, mais je ne suis pas derrière, je suis devant toi. Non, je pose la question qui est derrière la fondation, c'est-à-dire... J'ai compris.
J'ai compris. En fait, non, présentement, nous n'avons pas de partenaires. Ok. Nous n'avons pas de partenaires. C'est vrai, la fondation, ça porte mon nom. Je suis moi-même partenaire de ma fondation. Mais du moins, s'il y a des gens, des personnes de bonne volonté qui veulent participer à cet édifice pour que nous puissions prêter main forte aux habitants de Mongafula, ils seront toujours les bienvenus. Parce que Mongafula, c'est parmi les communes vastes. Et il n'y a pas que... C'est vrai, nous avons mis plus d'activités au niveau de l'entrée Mankoko, mais Amboudi également, c'est Mongafula. Vers la commune aussi de Mongafula même, c'est aussi l'autre quartier de Mongafula. En totalité, Mongafula regorge au moins plus de 26 quartiers sur le plan officiel, mais en réalité, c'est 29 quartiers. Et lors de la campagne, j'avais au moins plus de 16 sièges dans différents quartiers. Aujourd'hui, il faut aller à 29 ou à 26 quartiers pour qu'il y ait quand même non seulement la présence de la fondation, mais les activités de la fondation soient palpables. Sinon, si vous avez des activités seulement dans 2 ou 3 quartiers, les autres ne vont pas le voir et ça ne va pas peser. Et avec les moyens de bord, nous essayons de faire seulement là où c'est urgent. Mais alors qu'on devait faire peut-être l'assainissement de la ville, de la commune aussi, comment balayer, nettoyer, enlever les ordures. Nous avons eu à les faire, mais nous comptons également demeurer dans cette logique-là. Mais vous êtes presque dans tous les quartiers de Mongafula. Ce qui est bizarre, c'est que M. Platini n'a pas été voté, élu, député. Vous savez, ce qui s'est passé au niveau avec les élections de la CENI, je suis vraiment mal à l'aise d'en parler parce que je suis aussi un membre de l'Union Sacrée. Et je fais partie des cadres de l'Union Sacrée, mais du moins, s'il faut quand même passer par des comparaisons, les élections de 2023, surtout au niveau national et provincial. Pourquoi j'ai dit au niveau national et provincial? Parce qu'au niveau national, au niveau de la présidence, l'opposition avait déjà organisé les choses pour que le chef d'État puisse gagner. Parce qu'en allant dans ordre dispersé, les gagnants étaient déjà connus même avant les élections. On ne pouvait pas gagner le chef d'État en exercice tout en allant en ordre dispersé. Là, on peut mettre de côté. Mais nous allons aux élections nationales et provinciales. Là, vraiment, c'était vraiment de l'imbroglio. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. Nous sommes allés même au niveau de la... Parce que moi, je suis allé à la cour d'appel pour contester les résultats qui ont été publiés. J'ai apporté des preuves, des PV signés par des témoins. Mais à la fin, on nous dit que non, tous les dossiers ont été rejetés. Pas seulement moi, mais l'ensemble, c'est-à-dire Lukunga. Tous les dossiers recours provinciaux ont été rejetés. Soit vice des procédures, soit tout le monde n'a pas respecté la procédure. Même moi, même avocat, je suis allé, on m'a dit non, tu ne peux pas. Donc pour dire que non, il y avait à boire et à manger. Kadima nous avait vanté, il a dit qu'il nous a donné de bonnes élections. Vous savez, Kadima n'est pas de l'Union Sacrée. Il faut d'abord le savoir parce qu'il est de la société civile. La CENI est indépendante. Voilà, il est de la société civile et puis il est sorti de là et puis Kimbangi, c'était ainsi de suite là. Mais de temps en temps, les débats sur la toile ou sur la classe politique, c'était on faisait de Kadima un membre de l'Union Sacrée. Alors que ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi de temps en temps, quand on passait à la télé, c'était juste pour dire que non, non, il n'est pas de nous, mais ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas non plus mauvais. Parce qu'au départ, il est en train d'exécuter une loi. L'exécution de cette loi, c'était une loi qui était votée au niveau du Parlement. Lorsqu'on a maintenu des dispositions compliquées, des dispositions qui n'allaient pas faciliter les choses dans les jours à venir, c'était normal que nous puissions nous retrouver dans ça. Parce que le départ, c'est d'abord les lois. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à la fois député provincial, député national, sénateur, cumul de fonctions. Cumul de fonctions, alors qu'on avait débattu sur ça en 2018, on ne voulait pas que ça puisse revenir. Mais la loi électorale n'interdit pas donc. Voilà. Donc, alors que lors des élections 2018, on avait dit que les changements qui auraient lieu dans les jours à venir, avec le Parlement entrant en 2018, devaient travailler pour changer cette situation-là. Mais malheureusement, le Parlement a maintenu la situation et aujourd'hui, la CENI avec Kadima, il ne pouvait que exécuter ce qui était prévu dans la loi. Et c'est vrai, on lui reproche de beaucoup de choses, mais à deux fois, nous aussi, c'est aussi un processus, ça, tout ça. La responsabilité est vraiment partagée, à la fois aux députés législature 2018-2023, ainsi qu'au différents ministères de Finances, par exemple. Lorsque vous donnez l'argent en retard, on peut faire des choses qu'en retard. Et voilà, les ressources sont partagées, mais du moins, quand même, il a fait quand même des choses. Courage.
Courage. Donc, il y a, devant moi, je suis sur ce plateau avec un candidat malheureux, on peut dire comme ça. Non, je n'ai jamais été malheureux parce que le malheureux, c'est par rapport au... Tu n'étais pas voté ou par rapport aux gens qui ont donné les moyens pour que ce soit publié. Le malheur, c'est si tu n'es pas voté. Mais si tu es en communion avec la population, tu es avec la communauté, on ne peut pas dire que tu es malheureux, tu es juste victime du système. Très bien. Très bien, merci beaucoup Maître Platini Bandou. Alors, sans plus tarder, on va devoir aborder la première thématique. Le président de la République a pointé du doigt au sénateur à vie. Il a dit que c'est l'ancien président, Joseph Kabila, qui est derrière ces partis politiques de Corneille Nangaa, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, le président, l'ancien président, fait partie aussi. Quelle est votre analyse? Vous savez, madame, c'est lui qui avait fait des Corneille Nangaa président de la CENI. Et puis, deuxièmement, c'est lui qui était... Il est passé à la tête pour dire qu'il y a eu un deal entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président, c'était toujours Corneille Nangaa. Alors, pendant un moment donné, nous avons tous entendu que Corneille Nangaa, ses avoirs étaient gelés au niveau des États-Unis d'Amérique, au niveau de l'Union européenne ainsi que des États-Unis. C'était gelé. Au fur et à mesure des choses évoluaient, lorsqu'il y a eu discorde ici entre FCC Cash, quelques temps après, directement, nous avons constaté que Corneille Nangaa, ces biens qui étaient gelés, ont été libérés. OK? Après la libération de biens gelés de Corneille Nangaa, directement, on a entendu parler de AFC sous la couverture du Kenya. Je vous épargne du détail sur la manière dont le président Kenya a été reçu au niveau des États-Unis d'Amérique. Alors, d'après les rapports de toutes les institutions sécuritaires et les ONG, ça a été démontré que c'est le Rwanda qui a dérangé la RDC, l'est du pays. Donc, le Rwanda soutient le M23. Et le chef de l'État, c'est parmi les personnes le mieux informées. OK? Aujourd'hui, Corneille Nangaa, il a quoi comme ressources pour tenir tête à un pays pendant plus de 2 ans? Qu'est-ce qu'il a comme ressources? C'est seulement les élections qu'il a organisées qui lui permettent d'acheter les armes. Et lorsque le chef de l'État parle du chef de Joseph Kabila, c'est que le chef de l'État a des éléments que nous peut-être nous n'avons pas. Il a des éléments qui lui permettent de le dire. C'est quand même un chef de l'État. Il faut que les analyses soient aussi des analyses par rapport à nos limites. Mais lorsqu'il nous dépasse en termes d'information, il vous dit une chose, il faut le prendre en considération. Et moi, je crois qu'au regard de ce que nous avons connu dans notre pays, en 2009, brassage, mixage, on va même plus loin. Façon dont notre armée a été abandonnée. Force terrestre n'existe presque pas. Force aérienne, force maritime, les parachutistes, toutes ces personnes-là, pendant 18 ans, personne n'a songé à rendre notre armée efficace. Je ne sais pas, on s'attendait à quoi au juste? Pendant cette période, toujours en 2020-2021, nous avons connu une situation dans laquelle 2 armées étrangères sont venues se battre chez nous à Kisangani, la guerre des 6 jours. Toujours pendant cette période-là, on peut quand même se poser des questions. La personne qui était derrière le rideau pour que toutes ces choses puissent se commettre dans notre pays. Alors, le chef d'État qui est informé, il peut quand même dire sans embâche que non, c'est réellement lui qui est derrière. Parce qu'en termes de carnet d'adresse, Corneille Nangaa n'a pas ça. En termes de ramification, Corneille Nangaa n'a pas ça. Alors, tout ce qu'on dit sur le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que non, il était des mèches avec le Rwandais depuis longtemps, même pour faire partir le roi de Kabila, est revenu au pouvoir, et puis faciliter les choses pour que les choses se passent de la manière dont ça se passe aujourd'hui, on peut dire que non, au regard de ces informations, le chef de l'État... Donc vous affirmez que c'est Joseph Kabila qui est derrière ça? Vous savez, le chef de l'État qui est mieux informé a dit quelque chose par rapport aux éléments qu'il a. Et nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous avons aussi constaté sur terrain par rapport à tous ces éléments que j'ai soulevés ici, je peux que aller dans le sens du chef de l'État parce que nous constatons que c'est lui qui a plus facilité les choses. Comment tu peux être ministre dans plus de 5 gouvernements? Tu es un ministre de la décentralisation.
Comment tu peux être un ministre seulement de la décentralisation dans plus de 5 gouvernements? Qu'est-ce qui était caché derrière ça? Comment des armées étrangères peuvent discuter dans notre pays la gestion d'une de nos provinces? Comment on peut concevoir ça? Comment on peut abandonner l'armée congolaise pendant plus de 18 ans sans aucune formation des militaires, sans acheter des armes? Comment on peut expliquer ça? Et aujourd'hui, on veut nous rencontrer, on veut nous dire que mais pendant 18 ans, la guerre n'était pas de la sorte quand même. Ça, il faut Madame, comprendre. pendant 18 ans, en 2001 déjà, il y avait la guerre. On a accepté 1+4 pour mettre fin à la guerre. Les 1+4, on a donné la décentralisation à qui? À quelqu'un de la nationalité était douteuse. En 2004, on vient en 2006, le M23 voit le jour. En 2006, le M23 ont vu le jour. Et puis, il y a eu encore d'autres tueries. En 2009, je crois, c'est en 2009 plutôt. En 2009, le M23 voit le jour. Il y a eu encore d'autres tueries. Et le brassage, le mixage, les Rwandais ont pris d'assaut notre pays et ils ont pris les postes importants de l'armée. Mais pour quelle récompense à la fin? La récompense, il devait quand même former nos militaires. Thierry qui était sergent dans l'armée rwandaise, il devient général dans l'armée congolaise. Et on a abandonné notre armée comme ça. Lorsque l'armée n'est pas efficace, c'est-à-dire nos frontières ne seront pas protégées. Et chaque attaque, ça va entrer directement. Voilà, c'était ça en fait l'objectif ultime que, je peux dire, l'ancien président et les autres avaient contre notre pays. Alors aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater depuis l'arrivée du chef de l'État, lorsque vous faites la remise et reprise avec un chef de l'État, vous écrivez sur le document, par exemple, qu'il y a 50 000 militaires. Sur terrain, il y a 5 000. C'était quoi l'objectif? Vous voyez un peu, lorsque vous dites que l'armée congolaise est 13e d'Afrique, mais en réalité, même les rebelles sont plus armés que vous. C'était quoi ce qui était derrière cela? Parce qu'aujourd'hui, même le président, le secrétaire général des Nations Unies avait dit ça à la télé, que l'armée, le M23, les rebelles étaient plus équipés que l'armée congolaise. Pendant 18 ans, qu'est-ce que vous avez acheté? Voilà pourquoi nous pouvons dire, au regard de tous ces éléments, on peut conclure dans le sens du chef de l'État pour dire que Corneille n'a pas de carnet d'adresse, n'a pas le lobby approprié pour négocier cet État où il se trouve aujourd'hui. Et je crois que le chef de l'État a raison, je ne peux qu'adhérer à sa sagesse. Très bien, merci beaucoup, Maître Platini. Alors, avant d'échanger des chapitres, j'aimerais quand même poser cette question, vu que vous êtes avocat. Et aujourd'hui, le président de la République a pointé du doigt au sénateur à vie et vous avez affirmé sur ces plateaux que réellement, c'est Joseph Kabila qui est derrière cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il est des mèches avec le Rwandais. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice doit poursuivre Joseph Kabila, les sénateurs à vie? Déjà, je vais rectifier. On n'affirme pas lorsqu'il y a déjà une affirmation. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. Donc vous avez adhéré? J'ai adhéré à la sagesse du chef de l'État parce que lui, il est mieux informé que nous. Très bien. Et sur le plan de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État en exercice est aussi arrêtable. Il y a une procédure appropriée qu'on faut respecter pour arrêter un chef d'État en exercice. Il y a également une procédure appropriée prévue pour arrêter un sénateur à vie. Donc, je crois qu'à ce jour, s'il est prouvé à suffisance de preuves que Corneille Nangaa ait des mèches avec eux, parce que n'oubliez pas que récemment, il y a eu des interpellations au niveau de la Fondation Laurent Désiré Kabila avec la jumelle de Joseph Kabila. Et il y a eu des rumeurs, parce que jusque-là, ce sont des secrets défense, nous n'avons pas des éléments à notre possession, mais selon les rumeurs, on aurait entendu qu'on avait trouvé des outils militaires en possession, ainsi de suite là. Donc par rapport à tous ces éléments-là, on peut toujours pencher dans le sens du chef de l'État. Mais est-ce qu'il est arrêtable? Je dis oui, il est poursuivable. Seulement, il y a une procédure bien appropriée prévue. Il suffit de les respecter comme sénateur, voir comment faire la levée des immunités, faire la procédure nécessaire pour qu'il soit arrêté. Personne n'est au-dessus de la loi, même le chef de l'État en exercice. Très bien, merci beaucoup. Mais avant de changer des chapitres, le patron de la défense, il ne parle pas aussi, hein, il est trop calme, silencieux. Mais pourquoi, si vous voulez qu'il parle? Mais s'il estime que les orientations données au niveau des troupes qu'il est en train de gérer évoluent normalement, il n'a pas besoin de parler. Vous savez, à des fois, notre pays, nous sommes maintenant habitués à la politique de m'as-tu vu? C'est-à-dire quelqu'un qui fait
une ou deux choses, il passe à la télé pour en parler. Le plus important, c'est la réalisation sur terrain. Moi, j'apprécie, par exemple, le président le président Liaou, on l'appelle comment? Il est ministre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Okay. J'apprécie ce qu'il fait. Okay. Mais est-ce qu'il passe à la télé pour en parler? Ah, d'accord. Non, il passe pas à la télé pour en parler, mais on sait qu'il est en train de faire quelque chose. Et j'apprécie beaucoup. Bon, Constant Moutamba, chaque personne a sa façon de faire les choses. Lui, ici, maintenant, il doit parler, il doit faire X, quelque chose. C'est sa façon de voir les choses. Est-ce que sa façon de voir les choses est également la même que la mienne? Moi, je dis non. Moi, dans ma façon de voir les choses, je prends plus comme modèle, parce que si demain je devenais ministre dans ce pays, j'aurais plus comme modèle le président, pourquoi je l'appelle président à tout moment? C'est qui encore là? Vice-premier ministre Liao. Je ne sais pas que c'est. Je ne sais pas, il n'est pas président. C'est ça le problème aussi, je me pose des questions. Bon, c'était une parenthèse, mais du moins, moi j'estime que sa façon de travailler, je peux adhérer dans cette logique-là. Et Constant Moutamba a sa façon de travailler. Est-ce que je vais adhérer? Je trouve que non, ce n'est pas ma façon. Très bien, Maître Platini. Quid sur l'élection du bureau définitif du Sénat? Quel profil justement pour le président du Sénat? Nous avons 3 personnes, Sama Lukonde et Idrissa Afani, Jonas Moukaba. Quel profil? Madame, avant d'arriver dans le profil, j'aimerais bien réfléchir pour savoir pourquoi est-ce que l'Union Sacrée, qui est une structure bien organisée, envoie 3 candidats, 4 candidats, eux tous déposent des candidatures en ordre dispersé. Moi, j'ai comme l'impression que dans notre pays, parce que moi, je suis de la génération des jeunes conscients. Très bien. Je ne gorbe pas, je ne fais pas les djalelistes parce que je ne suis pas venu en politique pour vivre. Je vis déjà, j'ai mes enfants, je fais de mon mieux, je vis de mon travail d'avocat. Mais si il faut que je vienne, je vienne ici sur votre plateau, c'est pour faire des analyses objectives, pour faire avancer mon pays. Le plateforme politique, l'Union Sacrée, c'est la vision du chef de l'État. C'est lui qui est le maître de la vision. Mais il a mis en place des structures qui organisent, au travers de la charte, comment est-ce que les choses doivent se dérouler. Aller dans l'ordre dispersé de cette manière-là, moi, c'est du désordre dans la démocratie. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, c'est vrai. Mais il y a une loi électorale qui organise cette manière d'aller chercher le pouvoir auprès de la population. Et cette loi électorale veut que chaque candidat soit issu d'un parti politique, c'est vrai, mais aussi le parti politique doit être dans un regroupement politique. Mais si vous êtes dans un regroupement politique, le regroupement politique a déjà des présidiums. Et puis le regroupement politique a un secrétariat général. Il a fallu que l'Union Sacrée nous présente un seul candidat. Un seul candidat, à la limite 2 candidats. C'est-à-dire que ce n'est pas que les candidats eux-mêmes vont venir avec les gens qui sont derrière eux pour détruire notre palais du peuple avec le désordre, mais plutôt le secrétariat général devait venir déposer à la place même des candidats. Ça, c'est ça l'organisation. C'est ça, en fait, les gens normaux devaient s'organiser comme ça. C'est pour ça, dans d'autres pays, on a mis des primaires. Mais quand cela ne tienne, madame, mais s'il faut même réfléchir, pourquoi est-ce que les gens reviennent toujours pour gérer à la tête des assemblées? Parce qu'il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Quelqu'un qui a déjà fait le premier mandat. Parce qu'il y a une différence entre être président de l'Assemblée nationale et être président de la République ou dans l'exécutif. Dans l'exécutif, tu peux briguer un 2e mandat, tu veux solliciter un 2e mandat pour finir ce que tu avais commencé. Mais lorsque vous êtes les coordonnateurs de l'Assemblée nationale, lorsque vous êtes les gestionnaires du débat au sein de l'Assemblée nationale, lorsque vous êtes vous représentez l'administration de l'Assemblée nationale, vous allez revenir à la 2e fois pour faire quoi? Qu'est-ce que vous avez oublié? Ou qu'est-ce que vous avez... il fallait faire dans le mandat passé que vous n'avez pas pu le faire, il faut le faire maintenant dans le 2e mandat. C'est quoi? Alors, cet empressement-là d'être toujours sur le perchoir, au-dessus là, c'est pour servir le pays ou c'est servir? C'est ça ma préoccupation. Vous venez pour briguer un poste, mais pour quel objectif? Servir le pays ou c'est servir? Moi, je vois quelqu'un qui était président et il accepte d'être 2e vice-président. Même pas premier, mais 2e vice-président. Mais c'est quoi l'objectif? Parce que nous savons tous que le 2e vice-président n'a pas de pouvoir propre. Il y a maintenant le président, il y a le premier vice-président et le 2e vient après.
Mais pourquoi vous voulez être là-bas au-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est la personne compétente. Oui, non, la compétence, c'est seulement toi. Dans ton parti, là, il n'y a plus de gens compétents, il n'y a que toi. Mais dans le passé, il n'y avait pas ça. Dans le passé, les autorités morales envoyaient des fois des gens, ils restaient en coulisses pour gérer. Mais aujourd'hui, même les autorités morales, eux-mêmes, une autorité morale, tu étais président et tu essaies de devenir deuxième vice-président. Ça ne tient pas debout. Ça montre la suffisance de... Là, vous attaquez directement, Moi, je n'attaque pas, moi, je fais des analyses sur mon pays. Je même citer les noms des personnes. Mais on peut vite comprendre, non? Il s'agit de lui. Je suis responsable de mes propos. Mais la compréhension, non, pas moi. Moi, je reste seulement dans mes propos. La compréhension, je laisse à tout le monde qui me suit à la maison de voir est-ce que je suis dans l'ordre ou pas. Mais moi, je me pose seulement des questions de savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire au premier mandat et ceci dans le deuxième. Deuxième préoccupation de savoir, lorsque vous êtes deuxième vice-président, c'est quoi le pouvoir propre que vous aurez pour impacter l'Assemblée nationale? C'est quoi le pouvoir propre? Je ne vois pas. Et troisièmement, dans les partis politiques, il n'y a plus de gens compétents. Dans les partis politiques, il n'y a que vous là. Vous êtes le meilleur, les compétents de tout le monde. Voilà ce qui... Vous avez... En défense, nous sommes suivis à l'étranger. Nous sommes suivis par le voisin. Nous sommes suivis par nos agresseurs. Nous-mêmes, nous donnons des arguments à nos agresseurs. Nous-mêmes, nous donnons des arguments aux gens qui nous critiquent négativement. Voilà pourquoi, à deux fois, il faut que les jeunes conscients s'élèvent. Et c'est un peu de dire non à ces genres de pratiques. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Moi, je ne veux pas chercher à vous répondre à la question de savoir le profil robot d'un candidat meilleur. Non. Ça revient, ça ne revient pas à moi, mais ça revient plutôt aux sénateurs qui sont dedans mais on de faire un choix. De faire un choix d'un candidat qui sera meilleur. Mais les candidats qui sont présentés là-bas... Si Maître Platini était sénateur, il allait porter son choix sur quelle personne? Avant même d'arriver à moi, parce que déjà... 30 secondes, on doit chuter. Avant d'arriver à moi-même, madame, le problème, c'est qui est là-bas au Sénat. C'est ça, il faut commencer par là. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas au Sénat? Et par quelle voie? Par téléchargement économique. Ils sont arrivés au Sénat. Parce que tu es fils d'eux. Aujourd'hui, au Sénat, il n'y a que le fils des anciens ministres et les ministres et les députés et tout cela. Les gens qui ont les moyens. Est-ce que les moyens égalent la tête? À l'époque, le Sénat, c'était la chambre haute. Il y avait des sommités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des sommités? Est-ce que moi, je peux attendre quelque chose du choix qu'ils vont faire sur la présidence du Sénat? Je ne peux pas. Je ne peux pas perdre mon temps comme ça. Donc, moi, je crois qu'ils vont choisir quelqu'un et puis il sera là, il va diriger le Sénat et puis on va voir. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, on doit chuter, libérer ces plateaux. Maître Platini, vous allez regarder votre caméra dans 30 secondes qui est devant nous retenir, mais aussi jeter un coup d'œil sur la ville-province de Kinshasa quand même avec les programmes du gouverneur Daniel Bumba. Premièrement, dans 30 secondes. Dans 30 secondes, premièrement, les dossiers qu'on a les procès qu'on a je trouve que non, on ne devait pas avoir ce procès-là parce que il fallait ordonner la disjonction des poursuites. Parce que qu'on il est en phase, il est d'abord introuvable, il est en phase d'une infraction continue. C'est-à-dire, on peut prendre une décision aujourd'hui, mais lui, il va continuer à commettre des infractions. Maintenant, les infractions qu'il va commettre après la décision, là, vous allez en faire quoi? Comme vous avez déjà d'autres arrestations, faire la disjonction des poursuites et poursuivre ceux que vous avez arrêtés, qu'on ait un anga, et vous allez trouver un moyen comment, le jour où vous allez l'appréhender, vous allez le condamner et puis vous allez l'arrêter. Par rapport maintenant à... On peut comprendre que Constant Mutambé a en perte de vitesse? Je ne parlais pas de perte de vitesse, c'est une initiative prise, le dossier est entre les mains de la justice. Si le juge ordonne la disjonction des poursuites, ça sera droit. Parce que le défaut... Les poursuites par défaut, c'est bien, la loi a été respectée. Mais une fois que la personne est condamnée, mais il est en train de continuer à commettre des infractions. Parce que, prenons par hypothèse que la condamnation aura lieu peut-être au mois d'octobre. Mais au mois de décembre, s'il continue de tuer, il continue d'avancer avec ce troupe-là. Maintenant, on va organiser notre procès contre lui ou on va faire comment? C'est ça mon problème, le jour de la condamnation, alors que la personne continue. On est devant une infraction continue. On va plutôt chercher à arrêter la personne pour stopper la commission de l'infraction. Parce que c'est l'état de lecture qui est envisagé. On envisage de mettre fin à l'état de lecture de la personne. Pas
faire tout ce Très bien, très bien. Allez-y, on doit libérer les pays. Maintenant, pour la question de gouverneur, vous savez, moi, je peux conseiller seulement aux gens qui sont promus, qui sont élevés au rang de ministre. Vous savez, on ne peut pas connaître tout. Mais on peut quand même, lorsque vous êtes ministre, vous pouvez quand même avoir une équipe efficace pour vous permettre de bien gérer. L'efficacité d'un ministère, c'est d'abord son équipe. Ce n'est pas seulement lui le ministre en personne, c'est l'équipe. Ne consultez pas l'équipe avec les voisins et les condisciples d'école et puis avec les nains. Cherchez des personnes rares, compétentes, qui peuvent vous orienter pour la réussite de ce ministère-là. Parce que la réussite du ministère, c'est aussi la réussite du pays. C'est ce que vous oubliez. Mais ne faites pas de choses du genre, tu es ministre, par exemple, de la jeunesse, et puis toi-même, tu ne sais même pas par où commencer. Non, tu peux ne pas savoir par où commencer, mais votre équipe peut vous orienter. Alors choisissez les personnes quand même qui ont quand même le minimum de connaissances pour faire avancer les choses. Donc la dame ne sait pas par où commencer. Pardon? La dame ne sait pas par où commencer. Non. Merci beaucoup. Non, c'est pas ça. Je parlais de ministère provincial, pas national. Okay. Parce que la dame, je le connais, je suis même dans son équipe. On est en train de travailler pour voir comment faire avancer les choses. Mais du moins, au niveau provincial, s'il y a un ministère et d'autres ministères qui peuvent au moins arranger les choses. Très bien. Merci d'être venu, Maître Platini. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à l'équipe technique. On se verra prochainement pour un nouveau numéro de l'interview. Merci et bonne suite des programmes. Ciao.